Chaque mois, dans le podcast du Diplo, un hommage est rendu au 4e pouvoir. Ici, à France Inter, avec David Garcia, auteur d'une enquête sur la radio généraliste publique dans le numéro d'août 2020. France Inter, écoutez leurs préférences. Coup de bol, mais coup de pas de chance, c'est que ça attire les emmerdes, une radio qui marche bien. Même le monde Diplo. Plus de 40 entretiens, dont pas mal off. Une première version de 108 000 signes, soit 10 pages de Diplo, ramenée à 30 000. Une double page. Ah, je me suis amusé, hein. Je vais encore me faire des ennemis, hein, mais bon, c'est pas grave. Oui, pardon, on enregistrait. Maintenant que ça tourne officiellement, première question, les gens d'Inter vous ont-ils parlé facilement, alors que la plupart des animateurs, chroniqueurs, humoristes sont sous contrat d'1 an maximum? Des contrats de grille, ça s'appelle? Effectivement, à chaque printemps, ils ont peur de se faire virer, mais même les journalistes en CDI, il y en a un seul qui a accepté de parler on. Ben les autres, ils sont tellement bien, t'as tellement à perdre. Imagine, tu te retrouves dehors, qu'est-ce que tu vas voir? Non mais quand t'es journaliste à France Inter, bon, franchement, c'est vrai que c'est une belle radio. Des journalistes ou des producteurs qui veulent avoir une vraie audience, effectivement, c'est une belle audience. Produire de la qualité, eh ben, ils vont pas prendre le risque de parler à quelqu'un qui fait une enquête. Ils vont parler en off. Moi, j'étais très bien accueilli, hein. Et puis, en termes sociaux, le prestige social. Donc, personne n'a intérêt à l'ouvrir. Enfin, en plus, maintenant, France Inter est numéro 1. Puis bon, tu le sais, le secteur des médias est tellement dur. Enfin, je veux dire. Bon, donc critiquons France Inter, mais ça reste la moins pire des radios généralistes, non? C'est-à-dire qu'on a cette réflexion critique sur France Inter parce que France Inter, c'est la radio de tous les Français. C'est une radio de service public. Et il y a un cahier des charges qui le fixe. C'est-à-dire que les questions qu'on pose, c'est pas une lubie du monde Diplo ou je sais pas quoi, non. C'est des questions qui sont légitimées par le propre cahier des charges. Un chiffre non cité dans le papier, celui du coût de la grille des programmes. 140 millions d'euros par an, contre à peine 40 pour les radios concurrentes privées RTL et Europe 1. Et beaucoup moins de pubs. 5 minutes par heure d'écoute pour Inter, contre 16 pour la concurrence. Qu'on n'aille pas dire que c'est une enquête pour dire que France Inter n'est pas assez à gauche, que France Inter n'est pas assez gauchiste, c'est pas ça. Le sujet, c'est le pluralisme. Et cette absence de pluralisme, elle touche aussi l'aile droite, l'aile conservatrice. Voilà. Et donc oui, les prolos de droite, parce qu'il y en a aussi, ils sont pas représentés non plus. La droite souverainiste, la droite conservatrice, qui est ce qu'elle est, on en pense qu'on veut, mais qui a droit de cité démocratique, et elle est méprisée. Et il y a même une certaine morgue. Vous pensez à Nicolas Demorand de la matinale? Vous l'avez interrogé, lui? Non, il m'a envoyé ce SMS que j'ai trouvé éclairant, disant mes émissions parlent pour moi. Et c'est vrai qu'elles parlent pour lui. Non, Léa Salamé, je trouve, a joué le jeu. Elle a été élégante. Il y a un truc que m'a dit Salamé, elle me dit les gens, beaucoup de gens pensent que Nicolas Demorand est d'extrême gauche. Je lui dis vous êtes sûre, madame? Bon, voilà. Et moi, les gens pensent que je suis de droite. Ça valait bien, un hommage dans l'hommage. Bonjour Carlos Ghosn. Bonjour Léa Salamé. Comment allez-vous? Quels sentiments vous habitent là, tout de suite, à Beyrouth? Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Oui. Vous avez vraiment voyagé dans la malle? La malle, pas la malle? Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. Vous voulez en finir clairement avec les milliardaires. Vous dites qu'ils ne doivent plus exister. Alors, c'est fait... Est-ce que c'est pas philosophiquement liberticide que de dire ça? Oui, en finir avec les milliardaires. Non, pas du tout. Mais le sens de l'histoire, c'est pas aussi de financer une réforme des retraites. Mais et s'il y a de plus en plus de gens qui sont à la retraite, il faut trouver l'argent. Donc, on trouve comment? Vous vous êtes opposé à toutes les réformes des retraites qui sont passées. Mais si elles n'avaient pas eu lieu, on en serait où aujourd'hui? 10 milliards d'euros, c'est des miettes. Mais quand on connaît l'état de nos finances publiques, 10 milliards d'euros, c'est des miettes. Écoutez. Vous revendiquez tout le temps dans vos interviews ces derniers jours, Laurent Berger, la nuance, la complexité, le refus du binaire, du noir ou du blanc. Est-ce que vous vous êtes pas trompé d'époque? 14 500 personnes hors cortège. Oui. 1200 personnes cagoulées, habillées de noir. Quand on voit une auto-école se faire vandaliser en direct sur les chaînes d'infos, pourquoi il n'y a pas des policiers qui sont intervenus tout de suite? Pourquoi est-ce qu'on voit ces images-là et il n'y a pas de policiers? Est-ce qu'il faut maintenir la manifestation prévue samedi, la fête à Macron organisée par François Ruffin, ou est-ce que vous n'avez pas les moyens il faut bien comprendre de maintenir l'ordre public? Oui. Merci Michel Delpech. Merci Monsieur le préfet de police d'avoir été avec nous ce matin sur France Inter. La malle, pas la malle. C'était l'hommage au 4e pouvoir de l'épisode 6 du podcast du Diplo autour de l'enquête de David Garcia sur France Inter, parue dans Le Monde diplomatique d'août 2020. Écoutez maintenant la lecture intégrale de cette enquête par Arnaud Romain et retrouvez toutes les lectures du Diplo sur la page du journal audio monde-diplomatique.fr/audio. Le Monde diplomatique, reportage.
journée ordinaire sur les ondes de France Inter. France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Lundi 18 novembre 2019, le maire d'une grande ville est l'invité de 6h20. Bonjour Didier Laguerre. Bonjour. Vous êtes le maire de Fort-de-France en Martinique. Un réalisateur s'exprime à 7h50. Bonjour à vous David Teboul. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Intervieweur vedette de la matinale, la tranche horaire de 7h à 9h, Léa Salamé et Nicolas Demorand reçoivent une femme politique à 8h20. Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin la maire du 7e arrondissement. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. Et merci d'être... Se succéderont ce jour-là 2 historiens, un politologue, un chercheur, un président d'université, 3 médecins, un psychologue, 2 journalistes, 3 dirigeantes syndicales, 2 acteurs, un producteur de cinéma, un romancier et une étudiante boursière. Alors qu'ils représentent à peine 1/5 de la population active, les cadres et professions intellectuelles supérieures monopolisent les micros de la radio publique. Ce même 18 novembre, les classes populaires au sens large, agriculteurs, employés et ouvriers, auxquels nous avons ajouté le temps de parole d'une infirmière ainsi que les témoignages d'étudiants boursiers et de leurs parents, occupent, elles, 29 minutes de temps d'antenne entre 5h et 23h16, soit 2,6% de la grille de France Inter, composée de tranches d'information, de divertissement et de culture. Ceux que les sondeurs appellent péjorativement les CSP-, comme catégorie socio-professionnelle inférieure, constituent pourtant 47,9% de la population en âge de travailler. Agriculteurs, 1,5% de la population active, ouvriers, 19,6%, employés, 26,8%. France Inter, il est 7h. France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9. Et soyez les bienvenus sur France Inter, nous sommes le lundi 18 novembre. Les journaux de la matinale, ce jour-là, ont tout de même accordé 3 minutes et 32 secondes aux Gilets jaunes, répartis sur 3 mini-sujets. L'indemnisation des agriculteurs victimes de l'explosion de l'usine Lubrizol à Rouen a tenu en haleine les auditeurs pendant 1 minute et 52 secondes. Ajouté à un reportage de 7 minutes dans une autre émission sur l'opposition à un projet de contournement autoroutier de Strasbourg. Ces bribes de diversité sociale cachent mal l'épaisse forêt d'uniformité idéologique et culturelle qui recouvre France Inter. Du 18 au 24 novembre 2019, les studios de la chaîne ont accueilli 177 invités. Tous issus de la classe moyenne supérieure, culturellement et économiquement favorisée. À 2 petites exceptions près, à des heures de faible écoute. L'étudiante boursière et une chômeuse de longue durée ont apporté leur témoignage dans l'émission « Le nouveau rendez-vous » entre 22h et 23h. Le constat n'est pas nouveau. En 2014 déjà, le collectif De l'air à France Inter, constitué à l'initiative du journaliste François Ruffin, aujourd'hui député, comptabilisait 1,7% de temps d'antenne dévolu aux ouvriers et employés. L'indifférence de la radio publique à l'égard des classes populaires est réciproque. Selon une étude interne à Radio France confidentielle, seuls 11% de ses auditeurs appartiennent au CSP-. Parmi les 6 principales antennes généralistes, France Inter est la moins appréciée des travailleurs du bas de l'échelle. Ce qui ne l'a pas empêché de devenir en 2019 la radio la plus écoutée du pays. Comme quoi, populaire ne rime pas forcément avec classe ouvrière. L'étude confidentielle sur la structure d'auditoire de France Inter accrédite son statut de radio de la bourgeoisie cultivée. L'enquête analyse, par rapport à la concurrence directe, France Inter se caractérise par une proportion importante d'auditeurs, CSP+, 39%, aussi bien de chefs d'entreprise cadres et professions intellectuelles supérieures, 19%, que de professions intermédiaires, 17%, le reste étant composé des artisans et des commerçants. Seule France Info a davantage de CSP+.
Le cahier des missions et des charges de Radio France, qui rassemble 7 chaînes publiques, affirme pourtant son devoir de veiller à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité. Mais avec son fleuron, France Inter, le produit de la redevance acquitté par une majorité de Français est confisqué par sa minorité bourgeoise et diplômée. Enfant de diplomate ou de ministre. Fier de son statut de première radio du pays, la direction de la communication de la chaîne se prévaut du soutien du public, enquête d'opinion à l'appui. France Inter est excellemment jugée par ses auditeurs sur ces problématiques, avec plus de 90% d'accord sur l'ensemble des items. Traitement de la diversité sociale, des origines sexuelles, générationnelles. Ex-membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, réunionnaise née dans une famille pauvre de 11 enfants, Memona Interman émet un jugement moins flatteur. L'ancienne grande reportrice à France 3 nous confie « Quand j'écoute Inter, j'entends une France bourgeoise, épargnée par les difficultés de la vie, qui ne correspond pas au pays tel qu'il est. Enfant de diplomate ou de ministre, les figures de la matinale entretiennent une part d'entre-soi jusque dans le choix des mots employés. Vendredi 22 mai, à 8h20, Ali Badou interviewe le professeur de philosophie à l'école polytechnique, Michael Fossel. La séquence s'inscrit dans une série d'entretiens avec des intellectuels visant à penser le monde au temps du coronavirus. À l'heure de plus grande écoute de la journée, le journaliste, agrégé de philosophie et ex-chargé de cours à Sciences Po, pose une question mentionnant le poil de Descartes. Dans son poil, la société peut... Comme Descartes. Dans son poil, comme Descartes. Avant d'évoquer 3 minutes plus tard, l'envol au crépuscule de la chouette de la philosophie. La chouette de la philosophie prend son envol au crépuscule. Là, on est le matin, mais ça n'empêche pas de réfléchir. Sorties de leur contexte, ces citations absconses renvoient à d'éminents penseurs. Georg Wilhelm Friedrich Hegel pour la seconde, au risque de décrocher les auditeurs peu familiers des classiques de la philosophie. Ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé d'anglais, Augustin Trapenard anime l'émission culturelle Boomerang. Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard. Il change pas, hein. Il est toujours moins rat de bibliothèque que chat de salon, câlin, ronron, saucisson, avec ses yeux de matou gourmet qui vous toisent de haut en bas avant de savoir si vous êtes digne ou non de lui gratter le ventre ou l'oreille. Le comédien Fabrice Lucchini, invité de Boomerang. Du lundi au vendredi à 9h. Un registre soutenu et une atmosphère sophistiquée typique de France Inter. Comme le sont par exemple, chacun à sa manière, l'émission de développement personnel, Grand bien vous fasse. Thème du 25 juin, comment Platon peut nous aider dans la vie en 2020. La branchée pop-pop-pop, l'ésotérique Heure Bleue, le masque et la plume, ou le programme musical Very Good Trip. La culture, avec un grand C, est leur dénominateur commun. L'historien de la radio, Denis Maréchal, analyse « France Inter est la radio des diplômés de l'enseignement supérieur. À travers les questions posées à leurs invités, les journalistes et animateurs s'adressent aux auditeurs, souvent dotés d'un solide capital culturel. » Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf, là-bas, j'y suis. Figure historique de la chaîne, où il a officié pendant 37 ans, Flight number 2. Daniel Mermet est plus direct. France Inter est confisquée par les classes moyennes supérieures cultivées. La radio publique a toujours affiché sa distinction. Écoutez la différence et France Inter, pour ceux qui ont quelque chose entre les oreilles, furent autrefois ses devises publicitaires. De tels slogans reflètent la spécificité de la chaîne dans le paysage radiophonique. Parfois pour le meilleur. La station se distingue par son traitement régulier de l'information, en particulier internationale. En consacrant 1h30 quotidienne à l'actualité étrangère, se félicite Jean-Marc Four, directeur du pôle Information internationale de Radio France, Inter écrase les prix par rapport à tous les autres médias audiovisuels généralistes français,
France Média Monde mis à part. Le groupe qui réunit France 24, Radio France Internationale et la radio en langue arabe, Monte Carlo Doualiya. Celui qui a dirigé la rédaction de France Inter de 2014 à 2017 pointe la diversité des thématiques traitées et un intérêt équilibré pour tous les continents. Président de Radio France de 2009 à 2014, Jean-Luc Hess revendique l'exigence éditoriale portée par Inter. Installé en Normandie, il répond à nos questions après avoir nourri ses chevaux. L'audience d'Europe 1 a plongé, parce que la qualité de ses programmes avait baissé. Tant qu'elle maintiendra sa différence sur les contenus et la quasi-absence de publicité, France Inter aura de l'avenir, soutient le journaliste, qui a accompli l'essentiel de sa carrière sur la chaîne publique généraliste. De fait, avec 5 minutes de réclame par heure d'écoute, contre 13 à 17 pour ses concurrentes privées RTL et Europe 1, Inter offre un refuge aux oreilles publiphobes. Ce choix, par défaut, relativise un peu les succès d'audience de la chaîne. Préservé du vacarme publicitaire, France Inter est en revanche accro aux courbes d'audience. La directrice Laurence Bloch, le 9 avril, tweetait « Vous êtes désormais 7 millions à écouter notre chaîne tous les jours, un chiffre jamais atteint. » Tweet du 9 avril, jour de publication des audiences trimestrielles radiophoniques. Multiplication des enquêtes sur le profil des auditeurs, segmentation de l'offre en fonction des types de publics. Comme dans l'audiovisuel privé, la palette des techniques de mercatique est déployée pour satisfaire la demande des consommateurs de radio. Nommé directeur de France Inter en 2006, Frédéric Schlesinger a industrialisé ses méthodes. Il s'est appuyé sur son expérience d'ancien dirigeant de pôle audiovisuel musical du groupe Lagardère, où il est retourné en 2017 pour diriger Europe 1, après un deuxième passage à Radio France, avec cette fois le titre de directeur délégué des antennes. Une cascade d'émissions supprimées. Octogénaire fringant, Jean-Marie Cavada nous reçoit à la table privatisée d'une brasserie de l'Ouest parisien, comme l'atteste la plaque gravée à son nom. Se réclamant d'une radio populaire de qualité, le président-directeur général, le PDG de Radio France de 1999 à 2004, déplore la propension de certains représentants du monde de la culture à apparaître comme des sachants aux yeux des auditeurs. Mais Catherine Neil, directrice de l'information de France Inter, elle pavoise. France Inter a l'auditoire le plus jeune des radios généralistes, avec un âge moyen de 54,8 ans. Nous avons gagné 1 million d'auditeurs jeunes supplémentaires en 5 ans. Seul RMC, avec une grille axée sur le sport, peut se prévaloir d'auditeurs plus jeunes, mais aussi beaucoup plus populaires. Ceci expliquant sans doute cela, la structure de l'auditoire de France Bleu, le réseau public de radio locale, est l'exact inverse de celle d'Inter. Parmi les auditeurs des radios régionales, 24% sont ouvriers, employés ou agriculteurs, et seulement 18% relèvent des CSP+. À France Bleu, les prolos et les paysans, à France Inter, les classes moyennes supérieures. Un cadre d'Inter fait valoir: Radio France, dans sa globalité, peut largement revendiquer le respect de la diversité de la population française, rendu possible par la complémentarité de ses chaînes. Daniel Mermet, producteur de Là-bas si j'y suis, a défendu l'idée que l'audience ne saurait être la seule boussole d'une grande radio de service public. Voix des sans-voix, exploratrice des résistances sociales et politiques à l'ordre néolibéral, son émission a été diffusée quotidiennement pendant 25 ans. Elle a été déprogrammée en juin 2014. Mais transformée en média en ligne, Là-bas existe encore. L'arrêt de Là-bas si j'y suis à France Inter a ouvert la voie à une série de disparitions, toutes orientées dans le même sens. La vie de quartier, Un jour en France, Périphérie, Voyage en terre indigène, L'Afrique en solo, Un tante pochon, Comme un bruit qui court.
Ces programmes avaient en commun d'exprimer la diversité sociale et ethnique du pays. Coproduite par 3 anciens collaborateurs de Mermet, Comme un bruit qui court était diffusé les samedis de 16h à 17h. Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi. Ponctué de reportages en empathie avec les Gilets jaunes, la saison 5 lui fut fatale. Le 8 décembre 2018, le fond de l'air est à l'insurrection. Le samedi précédent, des Gilets jaunes ont pris d'assaut l'Arc de Triomphe. Inquiète, la PDG de Radio France, Madame Sybille Veil, accompagnée de la directrice d'Inter, passe dans le studio pendant la diffusion de Comme un bruit qui court. Avec cette introduction de Charlotte Perry, le ton est donné. Aux 4 coins de l'Hexagone, on bloque, on fait des barricades, on se rassemble, on conteste l'ordre établi, la suprématie d'une élite qui se gave sur le dos d'un peuple qui en bave. Impassible, Madame Veil encaisse. Camarade de promotion de M. Emmanuel Macron à l'École nationale d'administration, elle est l'épouse de M. Sébastien Veil, proche parmi les proches du chef de l'État. Guy Vanctil, Antoine Chao et Charlotte Perry sont convoqués quelques jours plus tard. Laurence Bloch avertit le trio producteur de ne pas faire une émission trop anxiogène. « Nous ne sommes pas là pour effrayer la population. » Puis elle ajoute « Votre émission ressemble à un tract de la CGT. Quand je l'entends, j'éteins. » Comme un bruit qui court survivra jusqu'à la fin de la saison, avant l'extinction définitive des feux. Car le progressisme que promeut la directrice Laurence Bloch est plutôt sociétal. Il faut que les fragilités de la société s'expriment partout dans la société. Justement, à l'entendre, les mobilisations citoyennes et politiques irrigueraient l'ensemble de l'antenne. Un sujet de 2 minutes dans un journal par-ci, un zoom de la rédaction par-là, 4 minutes du lundi au vendredi à 7h16. Et de temps en temps, un reportage dans Interception, 3/4 d'heure le dimanche matin. En 10 ans, le temps d'antenne dévolu aux luttes sociales a été divisé par 10. Périphérie, le programme sur les quartiers populaires, ne durait plus que 4 minutes à la fin. Les cités n'ont pas vraiment droit de citer sur France Inter, sauf quand il s'agit de gloser sur le voile islamique, inévitablement associé aux quartiers populaires. Le 11 octobre 2019, un élu régional du Rassemblement national exige d'une accompagnatrice scolaire qu'elle retire son voile. Assis à ses côtés, son jeune fils fond en larmes. Les images passent en boucle sur les chaînes d'information. Du 14 au 17 octobre, Léa Salamé et Nicolas Demorand interrogeront 5 invités de la matinale sur le voile. Léa Salamé demande le 14 octobre à M. Christian Jacob, président des Républicains, LR, « Vous lui dites au ministre de l'Éducation d'interdire le voile ?» Le lendemain, elle remet le couvert avec M. Jean-Louis Bourlange, député de la majorité, et invité fétiche de Nicolas Demorand. « Et sur les sorties scolaires, puisque c'est l'actualité, qu'est-ce que vous en dites ?» 2 jours plus tard, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, refuse que ce sujet devienne un sujet récurrent dont on parle en permanence. Le 17 octobre, Nicolas Demorand clôture le cycle « Fichu islamique » avec le député européen de droite, François-Xavier Bellamy. Donc, il faut l'interdire. Avec 4 millions d'auditeurs, la matinale de France Inter est la plus écoutée. Stratégique, le choix des invités colore forcément l'antenne. Léa Salamé, d'une voix pleine d'autorité, lors d'un échange téléphonique partant de confinement, détaille « Nous débattons et arbitrons entre nos envies. Laurence Bloch, dont la voix n'est pas prépondérante, nous répète souvent « Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas !» La directrice de l'information, Catherine Neil, précise « Les invités correspondent à la sensibilité des intervieweurs. Nicolas Demorand est davantage tourné vers les politiques et les intellectuels. Léa Salamé est plus éclectique. » Avec pour cette dernière un tropisme culturel prononcé. Les écrivains à 7h50, c'est moi. Les cinéastes aussi. Il ne faut pas trop en demander à Nicolas. S'amuse d'ailleurs Léa Salamé. Nicolas et son remplaçant du vendredi, Ali Badou, en pince pour les professeurs des institutions les plus cotées. Collège de France, Sciences Po,
École normale supérieure, Polytechnique. Envie, sensibilité, la direction de France Inter soigne le bien-être de Léa et de Nicolas, dont les portraits géants ornent la façade de l'imposante maison de la radio. Eux ne se privent pas d'y convier leurs interlocuteurs favoris et de les réinviter. Incarnation du camp du bien, ces derniers soutiennent avec ferveur les traités européens en appelant de leurs vœux une très hypothétique Europe sociale. Proches du Parti socialiste ou de la mouvance macroniste, ils se positionnent au centre-gauche ou droit de l'échiquier politique. Pourfendeurs du populisme, bruns comme Le Pen, rouges comme Mélenchon, ils se rêvent en chevaliers de l'ordre libéral, horizon indépassable de la démocratie. Au service des intellectuels réformistes. Titulaire de la chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France, Pierre Rosanvallon rend ses oracles à intervalles réguliers. Les populismes sont, partout dans le monde, les formes politiques montantes. On peut parler d'une atmosphère de populisme, pontifie-t-il le 31 août 2018. Avec une déférence marquée, Nicolas Demorand l'interroge à nouveau 6 mois plus tard. Question à propos des Gilets jaunes. Pourquoi populiste et pas populaire ? Bonjour Pierre Rosanvallon. Bonjour. J'aimerais pour commencer tout de même remonter à 2014. Il y a 5 ans, vous avez publié un autre livre qui s'intitulait « Le Parlement des Invisibles » et qui partait d'un constat. Citation. « Le pays en un mot ne se sent pas représenté ». Je le redis, c'était il y a 5 ans. Qu'est-ce qui vous avait permis alors d'arriver à ce constat qui à l'époque était plus que prémonitoire ? Puis Ali Badou le reçoit à l'occasion de la parution de son ouvrage « Le siècle du populisme », le 10 janvier 2020. Dans le même registre idéologique, Daniel Cohen, directeur du département d'économie de l'École normale supérieure, a son rond de serviette à France Inter. Conseiller international de la Banque Lazare, il dispense ses leçons sans l'ombre d'une contradiction devant un Nicolas Demorand béat d'admiration. La saison 2019-2020 ne fut pas chômée. Une interview avec Léa Salamé, 3 grands entretiens et une participation à « On n'arrête pas l'écho », l'émission économique du samedi matin. Même le programme humoristique, Par Jupiter, l'a invité pour parler du livre collectif qu'il a dirigé, « Les origines du populisme ». Le populisme, décidément. En plein mouvement de contestation du projet de loi sur les retraites, le 7 janvier 2020, le secrétaire général de la CGT a eu droit à un traitement moins avenant. Philippe Martinez, bonjour. Bonjour. Sourcils froncés, ton impérieux, la gestuelle de Nicolas Demorand trahit l'agacement du normalien infatué devant l'incorrigible cancre. Pourquoi diable M. Philippe Martinez ne transige-t-il pas avec le gouvernement comme les gentils syndicats réformistes ? Le mauvais élève subit un interrogatoire en règle, presque une leçon, pour ne pas suivre le courant dominant. Tout le monde est à la recherche d'un compromis, la CFDT, le gouvernement. Vous voulez pas faire un pas en direction du gouvernement, vous voulez, on l'a entendu et compris, le retrait pur et simple de la réforme, c'est non à tout. Vous avez le droit. Lors d'un entretien précédent avec M. Martinez, le 3 octobre 2019, Léa Salamé militait elle aussi. Mais le sens de l'histoire, c'est pas aussi de financer une réforme des retraites. Et s'il y a de plus en plus de gens qui sont à la retraite, il faut trouver l'argent. Donc, on trouve comment ? Vous vous êtes opposé à toutes les réformes des retraites qui sont passées. Mais si elles n'avaient pas eu lieu, on en serait où aujourd'hui ? Les cotisations auraient explosé, les déficits auraient explosé. Et est-ce que vous ne pensez pas que peut-être même les retraites ne seraient pas payées ? Même bardé de diplômes et internationalement reconnu, l'économiste Thomas Piketty a essuyé les foudres de Nicolas Demorand. Le capitalisme a survécu parce qu'il est le moins pire des systèmes, non ? Et qu'on en voit précisément mal l'alternative. Léa Salamé, pour sa part, résume le livre de 1232 pages de son invité. Vous voulez en finir clairement avec les milliardaires. Vous dites qu'ils ne doivent plus exister. Alors, c'est fait... Est-ce que c'est pas philosophiquement liberticide que de dire ça, en finir avec les milliardaires ? Non, pas du tout. Le 3 novembre 2017, l'avocat du frère de Mohamed Merah, djihadiste antisémite, auteur de 7 assassinats, dont 3 perpétrés sur des gens juifs, est l'invité de 8h20. Sur un ton particulièrement agressif,
Nicolas Demorand qualifie d'obscène le fait que M. Éric Dupond-Moretti, alors avocat, aujourd'hui ministre de la Justice, ait rappelé au tribunal que la mère de Mera avait aussi perdu un fils. Vous ne trouvez pas ça obscène de le dire comme ça? Pourquoi c'est pas une mère? Devant les familles de victimes. Monsieur Demorand, je ne sais pas si vous pensez réellement que c'est obscène ou si vous me posez la question pour me provoquer, mais je voudrais vous dire quelque chose. Le chagrin des victimes est tellement... Je pense sincèrement que c'est obscène. La réplique de celui-ci se faisant cinglante, la directrice de l'information volera au secours de son matinalier. Dans certaines situations, justifiera Catherine Neil, l'intervieweur peut être touché en direct et s'énerver. Nicolas Demorand, lui, a décliné notre demande d'entretien, estimant laconiquement « L'émission parle pour moi ». Pas faux. Lorsque nous évoquons notre décompte des temps de parole en fonction de la classe sociale, M. Jean-Paul Cluzel, président de Radio France de 2004 à 2009, manifeste sa désapprobation d'un hochement de tête éloquent. Aucune autre radio ni télévision ne consacre autant d'heures de programmes à la France qui souffre, sous forme de reportages ou d'analyses de chercheurs. Son analyse tient ainsi, car il est tout aussi intéressant de donner la parole à un sociologue qui décrit les conditions de vie des mal logés, par exemple. Exclure ces experts d'un décompte du temps de parole des classes populaires est méthodologiquement faux. Yann Gallic, grand reporter à France Inter, témoigne: on a tendance à inviter les bons clients, des professionnels du discours aptes à tenir le micro pendant 7 à 8 minutes. Ce n'est pas donné à tout le monde, et encore moins sans doute à une femme de ménage ou un ouvrier, peu familier à ce type d'exercice. Un agriculteur sera plus à l'aise pour répondre aux questions d'un journaliste dans son champ. Voilà pourquoi la place du reportage doit absolument être préservée, ce qui n'est pas forcément la tendance. On a tout de même du mal à comprendre pourquoi il serait absolument impossible de trouver des profils aptes à jouer le jeu de l'entretien. Yann Gallic nuance: cela demanderait sans doute des efforts supplémentaires, mais rien n'indique qu'il n'existe en France aucun gilet jaune ou aide-soignante capable de répondre aux questions de Nicolas Demorand et de Léa Salamé. Catherine Neil concède: à l'évidence, nous devons continuer à travailler la question de la diversité. Faut avouer à demi pardonner. Hélas, la patronne de l'information douche aussitôt nos espoirs en restreignant le champ des possibles. Les experts de sexe féminin sont sous-représentés sur notre antenne, précise-t-elle cliniquement. Publié en mars 2020, le dernier rapport du CSA sur la représentation des femmes dans les médias notait que pour la première fois, la part des femmes présentes à l'antenne, télévision et radio confondues, dépassait la barre des 40%. Bravo. Pardon d'insister, mais et les prolos dans tout ça? Hors sujet, nous fait savoir Catherine Neil, une pointe de commisération dans la voix. Les catégories socio-professionnelles ne sont pas le critère le plus souligné par le CSA, qui parle beaucoup de la diversité de couleurs de peau. Pas sûr que le chantier de la représentativité des ouvriers soit plus important que ceux des femmes et des personnes issues de la diversité au sens ethnique. Même si les hommes restent largement majoritaires, la proportion de femmes invitées à la matinale va croissant, fait valoir Léa Salamé avec fierté. Des femmes puissantes au profil sociologique haut de gamme, comme celui de leurs homologues masculins. Femmes puissantes, c'est justement le nom d'une série d'émissions estampillée par la journaliste. Le projet a germé puis s'est concrétisé pendant sa période de mise en retrait volontaire de la matinale. Le temps que son compagnon, M. Raphaël Glucksmann, fasse campagne pour les élections européennes à la tête de la liste Place Publique Parti Socialiste. Un habitué des matinales, soit dit en passant, les jours où sa compagne fait relâche. Léa Salamé souligne: cette émission, c'est moi qui l'ai voulu. Le choix des entretiens correspond à mes goûts, aux femmes que j'avais envie de rencontrer. Un casting 5 étoiles. Mesdames Christiane Taubira et Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne ministre, Leila Slimani, romancière, prix Goncourt, fille d'une ex-ministre et haut fonctionnaire, Madame Sophie de Closet, patronne des éditions Fayard, fille de journalistes renommés,
Carla Bruni, auteure-compositrice-interprète à succès, épouse d'un ancien président de la République, héritière d'une grande famille d'industriels italiens. Elisabeth Badinter, philosophe, épouse d'un ancien ministre, femme d'affaires, héritière du fondateur du 3e groupe publicitaire mondial. Anne Méot, conseillère en communication, attitrée des patrons du CAC 40. Enfin, touche maison, Laure Adler, productrice de L'Heure Bleue sur France Inter, ex-directrice de France Culture et accessoirement grande amie de Laurence Bloch. L'Heure Bleue sur France Inter. France Inter est largement à l'abri du brassage des idées et des opinions contradictoires, cette alchimie qu'on appelle le pluralisme. Depuis plus de 30 ans, la matinale de France Inter réserve son éditorial économique aux idées néolibérales, relayées avec plus ou moins de compétence et de finesse. L'actuel titulaire, Dominique Seux, est également directeur délégué des Échos, le quotidien proche des milieux d'affaires, propriété de M. Bernard Arnault. Dominique Seux s'est confié dans un livre paru en 2018. « Je ne cache pas être favorable à l'économie de marché, c'est-à-dire à un système économique dont un pilier, pas le seul, est la concurrence et l'initiative privée. Aux yeux de certains, cela fait de moi un ultralibéral, ou pire encore je suppose, un néolibéral. L'insulte suprême, vue de l'extrême gauche. » Résistance des humoristes. Le chroniqueur géopolitique de France Inter, Pierre Aski, va jusqu'à estimer que Dominique Seux sert de caution de droite à la station. Sur le champ économique, la présence d'un éditorialiste libéral permet d'aligner une diversité de points de vue, alors que la rédaction est marquée à gauche. Il s'agit d'une volonté assumée d'avoir une voix dissonante. À la rentrée, la diversité existera même sur le terrain de l'économie puisque chaque vendredi matin, Dominique Seux débattra avec Thomas Piketty, qui succédera dans le rôle du contradicteur à Bernard Maris, victime de la tuerie de Charlie Hebdo. Du lundi au jeudi, le directeur des Échos poursuivra son monologue orienté. En 2019, la PDG de Radio France a aussi décidé d'arrêter la participation des antennes du groupe, dont celle d'Inter, à la Fête de l'Humanité, officiellement pour des raisons budgétaires. Il était important pour France Inter et Radio France d'y être présents, comme dans d'autres événements comme le Salon du Livre ou de l'Agriculture. La direction de Radio France nous demande de faire des économies. Ce n'est pas lié à la Fête de l'UMA en tant que telle, justifie Catherine Neil. Un ex-haut dirigeant du groupe public, qui requiert l'anonymat, critique durement la fin du partenariat avec l'Humanité. C'est une faute. La Fête de l'UMA est un événement populaire. Or, France Inter a vocation à s'adresser aux classes populaires et pas uniquement aux franges aisées de la population. Ni contradiction, ni point de vue alternatif. Enfin, presque. Une bande d'irréductibles humoristes franco-belges résiste au rouleau compresseur. Coproducteurs de Par Jupiter, Charline Van Donacker et Axel Vizorek sévissent tous les jours entre 17h et 18h. Ce 27 février 2020, leur complice, Guillaume Meurice, a choisi le siège national de la CFDT comme décor de son micro-trottoir. Le chroniqueur Saint-Génie a tourné en dérision les idées reçues de ses contemporains. Oui, aujourd'hui enquête au cœur de l'ultra-violence, reportage choc. J'ai infiltré un groupuscule parfaitement dangereux qu'on appelle la CFDT. Ils organisaient un événement autour des municipales ce matin à leur siège. Alors la CFDT, vous connaissez, c'est ce syndicat aux méthodes radicales, hein. On se souvient tous de leur chef charismatique Laurent Berger à la matinale de France Inter. Des images insoutenables. Il avait fait toute l'interview sur les genoux de Dominique Seux, qui lui caressait le dos en lui embrassant la nuque. C'était vraiment terrible. On connaît aussi les méthodes de négociation de la CFDT sur la réforme des retraites. Hein, c'est hyper violent. Ils vont voir le gouvernement, ils leur font « Hey Alors ?» Ça fait froid dans le dos. J'en parle là, vraiment, mais ça me fait froid dans le dos. Ces gens n'ont aucune limite. Même Stomy Bugsy, on avait fait une chanson à l'époque. Mon papa à moi est un gangster. Il est à la CFDT et il est bien vénère. En quelques traits bien sentis, le syndicalisme à l'air Macron et l'éditorialiste en prennent pour leur grade.
Dominique Seux est la tête de turc préférée de Guillaume Meurice et de Charline Vanhoenacker, qui le prend aussi régulièrement pour cible dans son billet de 7h57. Cette liberté de taquiner son voisin de matinale serait la preuve ultime du pluralisme, selon Catherine Neil. Mais peut-on mettre sur le même plan un discours journalistique construit, ressassé, et des sketchs à caractère politique? Yann Gallic observe « L'humour est le seul domaine dans lequel France Inter a réussi à marier diversité des origines sociales et des opinions. » Pierre-Emmanuel Barré a cependant ouvert les barreaux de la cage et on ne l'a plus revu. Le 26 avril 2017, le comique défend le point de vue des abstentionnistes qui refusent de choisir entre M. Macron et Mme Marine Le Pen. Imagine, t'arrives dans une soirée et il n'y a plus que 2 meufs. Une qui est vraiment moche et l'autre qui est vraiment, mais dégueulasse. Et ben même si ça te dégoûte un peu, tu le prends sur toi, tu te passes le nez, tu vas voir la moins dégueulasse et tu lui dis excusez-moi, c'est où les toilettes? Et là tu vas t'enfermer tout seul et tu te branles. Vous pensiez vraiment que j'allais dire que j'allais voter Macron? Ben non. Nagui refuse la chronique en l'état. L'animateur de La Bande Originale affirme qu'il casse Macron ou Le Pen, ok, mais qu'il encourage l'abstention, c'est faire le jeu du FN. C'est ma responsabilité de producteur. En refusant d'appeler à voter Macron, Pierre-Emmanuel Barré brisait le tabou des tabous. Le surlendemain, l'éditorialiste politique Thomas Legrand dénoncera cette idée de renvoyer dos à dos Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui prospèrent à gauche de la gauche. Aussi talentueux et imaginatifs soient-ils, les Vanhoenacker et Meurice, pas plus que Didier Porte autrefois, ne sont en mesure d'infléchir la ligne d'une radio confisquée par une classe socialement privilégiée. Le monde diplomatique. On s'arrête, on réfléchit.